Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Roussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. À travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Franz Fructus, bonjour. Bonjour. Alors Franz, tu es ingénieur en projet de traitement de l'eau et tu as tout de suite amorcé ton parcours et tes études vers l'humanitaire. Tu as d'abord travaillé pour des entreprises à Madagascar et à l'île Maurice et aujourd'hui tu reviens d'une mission humanitaire avec Médecins sans frontières au sud de Madagascar. Avant de nous parler de l'impact du dérèglement climatique sur la crise humanitaire qui a lieu en ce moment à Madagascar, peux-tu nous raconter ton parcours ? Oui, donc j'ai fini mes études par un master en environnement, spécialité traitement de l'eau, où j'ai découvert un peu le monde de l'humanitaire dans le traitement de l'eau pendant mes études et j'ai aussi monté un projet avec l'association du master. Malheureusement, on n'a pas pu partir en République démocratique du Congo, mais ça m'a déjà mis un pied un petit peu dedans. Par la suite, à la fin de mon diplôme, je voulais directement travailler dans une ONG. Mais j'ai vite été confronté à la réalité parce qu'on me demandait d'avoir une expérience professionnelle technique. Donc j'ai travaillé quelques années dans le secteur privé et cette année, je me suis relancé dans le projet, j'ai postulé à plusieurs ONG et j'ai été pris chez Médecins sans frontières pour un projet de malnutrition dans le grand sud de Madagascar. Pour que ce soit clair, en fait, toi, tu as réalisé ton parcours et malgré le projet sur lequel tu as travaillé pendant ton master, tu n'as pas pu partir comme ça sur le terrain. Quels étaient les prérequis qui étaient attendus par les ONG ? Alors, dans mon domaine, c'est un domaine assez technique, le traitement d'eau. On demandait vraiment une expérience professionnelle dans ce domaine spécifique, que ce soit traitement d'eau ou d'autres domaines. Mais par exemple, j'ai rencontré des logisticiens qui travaillent à MSF. On leur a demandé la même chose, d'avoir une expérience significative de quelques années dans la branche demandée. Donc, c'était vraiment, à la sortie du diplôme, c'était un peu compliqué parce que j'avais un diplôme généraliste, on va dire. J'ai pas fait d'école spécialisée dans l'humanitaire. Et donc, est-ce que c'est un choix de ta part d'avoir spécialement travaillé dans des entreprises qui se situaient à Madagascar, dans les îles Maurice ? Oui, j'ai essayé de travailler dans un pays en voie de développement. Après, j'ai trouvé un VIE, c'est Volontariat International en Entreprise. C'est un contrat entre l'État français et une entreprise française pour aider les jeunes diplômés à partir à l'étranger. Donc j'ai eu la chance de trouver ça sur Madagascar et l'île Maurice, où j'ai travaillé 2 ans et demi. Donc ouais, c'était vraiment un choix d'essayer de me rapprocher des pays en voie de développement, ouais. Parce que derrière, je cherchais à faire de l'humanitaire par la suite. Et donc, c'est grâce à cette expérience que tu as pu te faire embaucher par Médecins sans frontières et que tu as pu réaliser ta première mission à Madagascar. Est-ce que tu peux nous raconter précisément comment ça s'est passé et quel a été un petit peu le parcours de recrutement et est-ce qu'il y avait des tests? Est-ce que ensuite, après avoir été recruté, tu as été formé, préparé à cette mission? Oui, alors j'ai commencé par regarder une petite réunion d'information là, sur Internet. Bon, c'était en temps de Covid. Normalement, ça se fait en présentiel sur Paris, où tout le monde est convié, pas besoin de postuler encore. MSF explique un petit peu le déroulé des opérations qu'ils mettent en place. Et derrière, ils nous expliquent un petit peu le processus de recrutement. Donc, on postule en ligne. Il n'y a pas le choix, il faut postuler en ligne. Et après, on est contacté par un responsable RH avec un premier entretien assez basique. Et après, c'est plus un gros entretien technique avec un responsable technique de la branche spécifique, avec un entretien, je sais pas, qui avait duré 1h30, je crois, au téléphone. Derrière, il y a un test d'anglais en ligne. Et après, on est validé par le responsable d'équipe qui dit, OK, on rentre dans ce qu'ils appellent le pool technique. Donc, moi, j'étais dans le pool EHA. Et derrière, il a fallu attendre un petit moment pour avoir la formation, parce que c'était en temps de Covid. On a attendu quelques mois et on a eu une formation en ligne de 3 jours qui nous prépare un petit peu à notre travail sur le terrain, comment se passe la logistique, les commandes, etc. Parce que je dois gérer pas mal de matériel sur le terrain. Donc, on a quand même 3 jours de formation assez complète avec d'autres personnes dans d'autres disciplines qui permet de parler de plein de choses sur les projets et on arrive un peu préparé.
Donc pôle EHA, eau, hygiène et assainissement. Une fois que tu as été formé, tu pars sur le terrain, donc pour une mission assez courte, une mission de 3 mois. Est-ce que, Oui. dans un premier temps, tu peux nous expliquer quelle est la situation actuelle à Madagascar? Alors, donc la situation actuelle, c'est qu'il y a dans le grand sud de Madagascar, dans le sud de l'île, il y a une sécheresse récurrente depuis plusieurs années. Donc, les récoltes diminuent de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a de la malnutrition chez la population, qui touche avant tout les enfants en bas âge, de moins de 5 ans. Et c'est pour ça qu'MSF a décidé d'intervenir. Donc, il y a vraiment un gros problème de malnutrition qui est lié à un manque de nourriture, qui est lié à un manque d'eau. Et moi, dans le domaine eau, hygiène, assainissement, j'y suis allé pour résoudre, on va dire, plus ce problème eau. Récemment, dans un communiqué de presse, David Besley, le directeur exécutif du PAM, a déclaré: Les sécheresses consécutives à Madagascar ont poussé les communautés au bord de la famine. Les familles souffrent et les gens meurent déjà de faim sévère. Ce n'est ni à cause de la guerre, ni à cause des conflits, c'est à cause du changement climatique. C'est une région du monde qui n'a en rien contribué au changement climatique et maintenant, ce sont eux qui en paient le prix. Quand tu entends ça et quand on entend ça, on a un petit peu du mal à réaliser que cette crise est directement liée au changement climatique. Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, sur place, qui a confirmé ces propos? Au début du projet, on a fait beaucoup ce qu'on appelle des explorations. Donc, c'est partir dans différents villages pour évaluer un peu on va dire la demande en aide humanitaire. C'est très intéressant parce qu'on a beaucoup parlé avec les chefs de village, les sages des villages. Et par rapport à ça, on entend assez souvent, on entendait vraiment discuter avec eux, surtout sur le problème de l'eau. Les gens parlaient de la bonne pluie, de la mauvaise pluie qui vient pas du même endroit. Et ça fait quand même plusieurs années qu'il y a plus de mauvaise pluie que de bonne pluie. Et vraiment, les anciens du village le disent assez souvent sur le terrain, quoi. Ça nous a marqué, ça a marqué toute l'équipe en tout cas. Alors, la famine là-bas, c'est ce qu'ils appellent le kéré. C'est une situation qu'ils ont déjà connue, mais qui, a priori, est chronique et actuellement s'aggrave de plus en plus. Oui, c'est ça. Alors le kéré, c'est quelque chose qui est très récurrent depuis une cinquantaine d'années à Madagascar. On en même à plus de 100 ans, ils arrivent à trouver des témoignages de kéré. C'est le moment de liaison entre la fin des réserves de nourriture qu'ils ont et la prochaine récolte, qui peut être plus ou moins longue selon les années. Le kéré peut durer un mois ou quelques mois ou plusieurs mois. Ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que le kéré s'allonge de plus en plus. La saison des pluies est de moins en moins longue et la saison sèche est de plus en plus longue. C'est vraiment ce qu'on entend quand on discute avec les gens sur place dans les villages. Donc ces personnes se retrouvent dans une situation de famine sévère. Donc il y a différents stades avant de pouvoir parler d'une crise alimentaire et de pouvoir parler de famine. Mais là, on est vraiment dans le stade, en tout cas dans certaines régions, le plus élevé. Toi, tu es ingénieur en projet de traitement de l'eau. Quel est ton rôle exactement dans ce type de programme humanitaire? Alors, dans le projet, moi, j'avais pour première mission, donc c'était déjà évaluer un petit peu la demande de la population. Donc, évaluer les ressources en eau, en quantité et en qualité, et voir quelle est la problématique s'il n'y a pas de ressources en eau. Donc, première chose, c'était évaluation. Après, on a un petit peu établi la stratégie. Donc, la stratégie, ça a été première mise en œuvre rapide, c'est distribution de contenants sécurisés. Parce que les gens là-bas, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont besoin de manger, donc ils vendent tout ce qu'ils ont, que ce soit des bidons, des seaux, des casseroles, pour pouvoir acheter à manger, et ils n'ont plus de contenants sécurisés. Donc on a distribué des bidons fermés qui puissent aller chercher de l'eau. Et après, on est rentré plus dans le concret, donc c'était vraiment en deuxième étape, préparation des pompes manuelles qui ne marchaient plus, donc pour pouvoir fournir de l'eau dans les villages. Par la suite, dans les villages où il n'y avait pas de pompe, on a regardé ce qu'on pouvait mettre en place, donc c'est-à-dire faire des puits. Ça, c'est une solution qui est assez rapide à mettre en place. Donc, en quelques semaines, on peut creuser des puits pour pouvoir apporter de l'eau à la population. On a vraiment visé d'abord la quantité et après la qualité. Parce que dans certains villages, c'est vraiment un problème de quantité d'eau. On a vu certains villages où ils sont à moins de 2 litres d'eau par jour par personne, alors qu'on recommande au minimum 5 litres par jour d'eau par personne. Et après, par la suite, le projet est en train de mettre en place toute une campagne peut-être de forage pour intégrer encore plus de pompes dans les villages où il y en a le plus besoin et où c'est possible en fonction des réserves d'eau souterraines.
Donc toi, c'était ta première mission humanitaire sur le terrain. Dans un reportage Madagascar au bout de l'espoir, la journaliste Gaëlle Borgia suit un humanitaire qui s'appelle Théodore, et dans son reportage, on peut entendre ceci. Humanitaire chevronné, Théodore n'a jamais été confronté à une telle misère. Face à une situation pareille, on est tous affectés. J'ai des enfants, donc mes enfants pourraient être aussi dans le même sort. Voilà. Est-ce que toi, lorsque tu as été sur le terrain, tu as été confronté justement à cette misère, et quel effet ça t'a fait pour ta première mission humanitaire? Bah oui, sur le terrain, ouais, c'est pas joyeux tous les jours. Ça dépend beaucoup des villages. Parce que là-bas, les gens, enfin, on se déplace tout à pied, donc on peut faire 30 km et voir des situations très différentes. Il y a aussi le côté insécurité qui rentre un peu en jeu. Vraiment les villages où ça m'a le plus marqué, il y avait le côté insécurité, c'est les bandits de là-bas, ce qu'ils appellent les Dahal, qui viennent voler, que ce soit les rations que le PAM distribue ou les accessoires de cuisine. Donc les gens ont vraiment plus rien dans certains villages. Et c'est vrai que c'est assez marquant. Après, bon, moi, j'étais déjà, enfin, je m'étais un peu préparé quand on m'a dit on partait dans un projet malnutrition. Mais c'est vrai que ça impacte un petit peu, surtout au retour avec un peu de recul, quoi. Quel accompagnement tu as eu justement au retour? L'accompagnement au retour, par rapport à Médecins sans frontières, ils ont un accompagnement. On voit quelqu'un de la cellule psychologique avec qui on peut discuter. Ils sont toujours disponibles, qu'on soit ou sur le terrain ou après. Et après, beaucoup discuter aussi avec les collègues de travail sur le terrain qui ont un peu plus de bouteilles en humanitaire. Donc, ça permet aussi de récupérer un peu leur expérience, prendre un peu de recul, et prendre un peu de temps aussi au retour. Concernant la situation sécuritaire à proprement parler, est-ce que vous aviez des protocoles spécifiques? Alors, sur Madagascar, on avait assez de chance par rapport à d'autres projets dans le monde où il n'y a pas de situation, on va dire, de conflit. Il y a les bandits, donc les Dahal, qui sont sur place, sont présents dans certains secteurs, pas spécifiquement dans les secteurs où on intervenait nous. Il y en avait un petit peu. Le seul protocole vraiment de sécurité qu'on avait, c'est il était interdit de prendre la voiture la nuit. Alors, c'est pas nous qui conduisons, c'est le chauffeur qui conduit, mais on n'a pas le droit de se déplacer sur le terrain la nuit pour minimiser les risques. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette première expérience? Ma première expérience, ça a été vraiment, j'ai vraiment coché toutes les cases que j'attendais d'un projet humanitaire. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire ça. C'était très intéressant. J'ai eu la chance d'avoir un vrai projet eau qui était en cours, parce qu'habituellement, quand on travaille dans eau, hygiène, assainissement, on est plus en support d'un projet. Mais et après, vraiment une expérience culturelle de dingue. Vraiment, les rencontres sur place, les gens, les locaux, vraiment super. Est-ce que tu penses pouvoir repartir par la suite? Oui, alors moi j'aimerais repartir parce que vraiment j'avais envie de faire le l'humanitaire depuis longtemps, j'aimerais travailler là-dedans. J'ai déjà discuté avec mon responsable d'équipe qui est sur Paris, qui gère les missions pour tout ce qui est EHA. Et normalement, moi j'ai donné ma dispo en septembre-octobre, donc à voir selon les projets qu'ils proposent. Donc là, en attendant, tu te retrouves un petit peu au chômage. Comment ça se passe cette entre-deux missions? Chez Médecins sans frontières, après les autres ONG c'est différent. Chez Médecins sans frontières, il faut travailler un an en volontariat, donc un an de mission en volontariat cumulé. Entre les missions, quand on est en volontariat, on n'a pas le chômage, parce qu'on cotise pas pour le chômage, on cotise pour la retraite. Et au bout d'un an de volontariat, on part en mission, mais cette fois-ci en contrat CDD. Donc après, c'est comme un contrat CDD classique en France. Donc tu te projettes pour faire ça pendant encore longtemps? Pour l'instant, oui. Après, on verra ce que ça donne selon les missions. J'ai écouté un petit peu les expériences des autres collègues de travail. Chaque mission est différente. Des fois, on a envie de partir, on revient d'une mission, on se dit bon, je vais faire une petite pause, je vais faire autre chose. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant, pouvoir faire plusieurs trucs. Oui, de pouvoir varier à la fois les expériences, à la fois les terrains, à la fois le type de mission aussi. Exactement, voilà. Exactement. Il y a différentes missions possibles. Là, j'étais vraiment en mission projet avec une équipe qui me supportait pour pouvoir mettre en place tous les équipements, que ce soit les puits, les réparations de pompes. Ou sinon, je peux faire une autre mission où c'est moi qui vais être en projet, par exemple, d'un hôpital pour assister tout ce qui est euh, mise en eau de l'hôpital, l'hygiène, gestion des déchets, etc. C'est des missions qui peuvent être très différentes.
Aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu donnerais à des personnes qui veulent se lancer dans le même type de parcours que toi, qui sont peut-être en études d'ingénieur, qui sont intéressés par les problématiques de traitement de l'eau? Quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils puissent réaliser leur rêve de partir sur le terrain et faire de l'humanitaire? Ben, déjà, il faut savoir parler un petit peu anglais, hein. Ça aide pas mal. Ensuite, non, il faut aimer voyager, il faut aimer sortir de sa zone de confort. Et comme conseil, il faut être multitâche, savoir faire plein de choses différentes. J'ai eu la chance de faire plein de jobs étudiants quand j'étais en études. Et puis, ça me sert bien aussi maintenant en humanitaire, où il faut être très polyvalent. Bah Franz, merci beaucoup pour ton témoignage. Ben, merci à toi. Et puis on te souhaite bonne continuation pour la suite de ta carrière alors. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitaire.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.